Alors, pour revenir aux enfants et aux risques sanitaires sur les enfants, là, nous avons sur une étude qui date de 1996, on voit, avec une dosimétrie qui est indiquée dans le bandeau juste en dessous des visualisations, on voit l'empreinte de l'influence électromagnétique à l'intérieur de cerveau, la cage crânienne d'un enfant de 5 ans, d'un enfant de 10 ans et d'un adulte. Et on voit que pour un taux d'absorption à peu près comparable, du même ordre de grandeur, nous avons un taux de pénétration qui va être beaucoup plus intense dans le cerveau d'un petit enfant. Voilà. À la fois parce que l'épaisseur de l'os de la boîte crânienne est légèrement inférieure à celle d'un adulte, et parce que la taille de l'encéphale n'est pas la même non plus. Donc, quand un enfant porte un téléphone portable à l'oreille, ça n'est pas la même chose que quand un adulte porte un téléphone portable à l'oreille. Également parce qu'un enfant n'est pas un adulte en petite taille. Un enfant est un bouillonnement cellulaire et que son cerveau est en plein développement, avec des connexions synaptiques qui sont en profusion. Et donc, faire intervenir un flux électromagnétique dans ce contexte-là, c'est perturber le développement cérébral du gamin et donc c'est aboutir à des retards d'apprentissage, retards de langage, des troubles du comportement de manière décisive sur sa maturation. Alors on voit toujours dans la même logique, donc dans les grands médias, ici un exemple de documentaire d'envoyé spécial qui date du 18 janvier 2018, qui sur 45 minutes parle essentiellement de la problématique écran qui existe effectivement. Là où on voit dans la capture de l'écran un gamin regarder un dessin animé sur le téléphone portable de sa maman. Vu la proximité de la tête du gamin vis-à-vis du téléphone portable, il est évident pour tout le monde que le gamin ne suit pas que la toxicité de l'écran, mais également la pollution électromagnétique, puisque là nous sommes en mode connecté sans fil, et donc nous sommes là dans une situation de pollution électromagnétique optimale, avec une proximité qui ne devrait pas être aussi grande. Voilà. Alors, vous avez compris, il y a la question de la proximité, mais il y a aussi la question de la durée de l'exposition, hein. Et il y a la question de la vulnérabilité, donc ça, c'est pour la situation du gamin qui regarde le téléphone portable, mais il y a également sa situation de vulnérabilité, c'est-à-dire en plein développement, notamment au niveau de son système nerveux central. Donc, je passe sur les effets des écrans qui sont abondamment documentés, notamment par Michel Desmurger, notamment dans son livre La fabrique du crétin digital, avec des milliers de références bibliographiques du plus haut niveau. Donc là, on ne pourra pas remettre en question la toxicité donc écran. Et là, dans cet exposé, je vais approfondir un peu plus la toxicité biologique des ondes électromagnétiques. Alors vous noterez, c'est ce que fait apparaître Michel Desmurger dans un ouvrage précédent qui s'intitulait TV lobotomie, l'effet des écrans sur le développement intellectuel du gamin. Vous voyez ici deux grandes catégories, les enfants qui regardent la télé moins de 60 minutes par jour et les enfants qui regardent la télé plus de 3 heures par jour. Et vous voyez qu'au niveau du développement et de l'apprentissage intellectuel, notamment en particulier sur la motricité fine, pour savoir dessiner avec les détails requis un personnage, vous voyez qu'un enfant de 5 ans, selon qu'il regarde moins la télé, voire pas du tout, et selon qu'il regarde beaucoup plus la télé, vous voyez une catégorisation possible dans les détails sur un dessin d'un bonhomme, avec des dessins qui sont très sommaires pour les enfants qui regardent le plus souvent la télé, et des détails riches pour les enfants qui regardent très peu, voire pas du tout la télévision. Je passe là-dessus, je ne rentre pas dans les détails, si ce n'est que même Le Monde, en janvier 2019, avait fait publier dans sa rubrique Sciences et médecine un article s'intitulant Exposition aux écrans, qui défend-on, les enfants ou l'industrie du numérique? Voilà. Donc j'aurais bon, l'industrie du numérique, ça c'est quand on est obsédé par les écrans. J'aurais pas intitulé ça comme ça, j'aurais peut-être intitulé l'industrie des objets connectés, parce que le vrai sujet, c'est la connexion, et en particulier la connexion sans fil, les effets délétères qui ont un effet sur le système nerveux central et qui viennent s'ajouter aux effets des écrans. On n'est pas en train de dire qu'il y en a un qui est plus problématique que l'autre, on est en train simplement de préciser que nous avons affaire à une toxicité combinée, et l'idée, ce serait ni l'un ni l'autre. Voilà. Et même
La direction de la prospective de l'éducation nationale parle d'épidémie en 2018 dans un rapport. Elle s'étonne que depuis 2010, de voir progresser des troubles. Alors là, les troubles intellectuels et cognitifs, plus 24%, jusqu'à des troubles de la parole et du langage, plus 94%. Voilà. Alors tout ceci n'est pas le fruit du hasard. Hein. Nous habituons progressivement les populations à vivre dans un environnement de plus en plus pollué. Alors encore une fois, ce ne sont pas que les ondes électromagnétiques, mais la combinaison multifactorielle d'une pollution multifactorielle, chimique, métallique et électromagnétique, avec une particularité, je rentrerai dans les détails ultérieurement, que la pollution électromagnétique déverrouille tous les systèmes de protection qui permettraient de tolérer, comme c'était plus ou moins le cas jusqu'à présent, de tolérer les autres pollutions. En clair, la pollution électromagnétique nous déprotège complètement vis-à-vis des pollutions chimiques et métalliques. Du coup, on se retrouve avec des effets décuplés, pas seulement les effets des ondes électromagnétiques seules, mais également des autres pollutions, ce qui en fait un risque accru et un risque majeur sur la santé publique. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris qu'il y a une réelle toxicité, nous avons des études, alors ici une étude de cohorte, une étude danoise qui date de 2008, une étude épidémiologique déroulée sur 13 000 enfants. Alors, juste une précision, il s'agit d'une étude a posteriori. On relie l'état sanitaire des enfants au niveau de consommation des parents d'objets connectés et de pollution électromagnétique. Et là, ce que l'on observe, c'est que plus la famille consomme de l'objet connecté durant la grossesse et durant la petite enfance, plus on observe des troubles de comportement chez les enfants après la naissance. Et après cette étude de 2008, la même équipe procède à une nouvelle étude épidémiologique sur une nouvelle cohorte, c'est-à-dire un cortège d'enfants différents du précédent, de l'étude de 2008. Et là, il s'agit d'une étude de cohorte sur 28 000 enfants, où on observe les mêmes phénomènes. Donc confirmation de l'effet pathogène d'une exposition in utero et dans la petite enfance vis-à-vis de tout ce brouillard électromagnétique lié à la consommation de connexions sans fil. Alors, ce qui est encore plus préoccupant, c'est que là, ça n'a rien de scientifique, mais ça donne un aperçu de l'ampleur du problème. C'est le Huffington Post, en octobre 2016, procède à un sondage sur 600 élèves âgés de 14 à 20 ans. Et conclusion de l'enquête, 75% des adolescents interrogés reconnaissent dormir avec le téléphone portable allumé. J'en connais même qui dorment avec le téléphone portable allumé sous l'oreiller et la tête posée à même pas 5 cm du téléphone portable allumé. Là, autant dire que ce n'est pas se donner les meilleures chances pour progresser dans la vie et de meilleures chances d'ailleurs en termes de capital santé. Ça a des effets, ça a des effets sensibles, notoires. Il faut alerter la population sur le fait qu'on a aujourd'hui des éléments qui démontrent clairement qu'il y a un risque, y compris de développer des maladies neurodégénératives. On n'est même plus dans la situation où on ne fait qu'altérer le développement cérébral, on peut déclencher, sous exposition de radiofréquences, des maladies neurodégénératives du style Alzheimer et les déclencher à des âges beaucoup plus précoces que ceux du troisième âge. Savoir si le risque existe vraiment, c'est la question qu'on pourrait se poser. Alors, dans la vie de tous les jours, il y a des experts du risque, ce sont les assureurs. Il se trouve que les assureurs, à partir de l'année 2003, se sont progressivement désengagés du risque électromagnétique. Donc si les assureurs, à partir de l'année 2003, se désengagent du risque électromagnétique, c'est qu'il y a un vrai sujet. C'est qu'ils ont des informations que la population n'a pas. Alors, en l'occurrence, dans les polices d'assurance AXA, Generali, Groupama, Massif, vous allez voir, le risque électromagnétique n'est pas couvert. Donc si vous avez un problème de santé avec une surexposition quotidienne aux ondes électromagnétiques, vous ne serez pas couvert. Et donc, l'assistance médicale qui sera un jour requise pour prendre en charge votre impact sanitaire, ça sera pour vos finances et seulement pour vos finances. L'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure pour parler de la charge du système sanitaire essentiellement due aux affections longue durée, c'est dans ce livre, Les maladies chroniques vers la troisième médecine, donc du professeur André Grimaldi. Donc c'est là qu'on apprend
qu'aujourd'hui, 80% des maladies traitées dans le système de santé sont des affections de longue durée et donc essentiellement liées à des problématiques environnementales. Il y a une part génétique certainement, mais elle est tellement marginale qu'on peut considérer aujourd'hui que l'essentiel du problème provient de la pollution environnementale. Alors, on pourrait me dire, mais vous nous parlez d'un problème qui n'existe pas. Alors, je me permets de corriger cette affirmation infondée et de vous présenter une base de données qui s'appelle la base de données CEPIDC INSERM, de laquelle j'ai extrait ces données. Et cette base de données, elle inventorie pour chaque décès la cause du décès. Et ça pour les hommes, les femmes et pour chaque année. Voilà. Et en observant l'évolution des causes de décès liées à des troubles mentaux et aux atteintes du système nerveux central, depuis 1980 jusqu'à 2016, ce que l'on observe, en prenant la référence 1980, ce qu'on observe, c'est une explosion de cas, c'est-à-dire une multiplication par 4 du nombre de cas entre 1980 et 2016 de décès liés à une atteinte du système nerveux central. Voilà. Donc, la précaution que je n'ai pas prise tellement elle n'était pas nécessaire dans ce graphe-là, j'aurais pu également rapporter ces résultats à la population, c'est-à-dire au nombre de personnes dans le pays qui évoluent entre 1980 et 2016, et à la fois à l'espérance de vie qui augmente entre 1980 et 2016. Je n'ai pas fait ce travail-là parce qu'une explosion avec une multiplication par 4 ne peut pas être expliqué par l'évolution de la population, même si la population a augmenté de 20-30%. Cette augmentation de la population ne peut pas expliquer à elle seule la multiplication par 4. De même, l'augmentation de l'espérance de vie de quelques années seulement ne peut pas expliquer cette multiplication par 4 sur à peu près 36 ans. Donc on voit qu'il y a un vrai sujet avec des pathologies qui sont la trace de pollution environnementale. Alors, il n'y a pas que les ondes électromagnétiques, il y a aussi la chimie, il y a aussi la pollution métallique, avec notamment les métaux comme le mercure et l'aluminium. L'aluminium qu'on retrouve couramment dans l'eau du robinet, qu'on retrouve couramment dans les cosmétiques, que l'on retrouve couramment dans les farines industrielles, par exemple, comme anti-agglomérants, etc., etc. Bref, on en retrouve tellement partout que la population ingère au quotidien et donc se retrouve en situation, au bout de 30 ans d'exposition, de développer des maladies affectant le système nerveux central. Alors, l'explosion, le facteur 4 sur la base de données CEPIDC, on le retrouve dans un rapport de Santé publique France de juillet 2019, où là, on se préoccupe de l'incidence et la mortalité par cancer. Il y a à page 318 de ce rapport un tableau qui résume l'évolution des glioblastomes. Glioblastomes sont des tumeurs hypervirulentes qui sont au niveau du cerveau et que l'on voit évoluer avec un facteur 4. Hein, comme pour la base de données CEPIDC, on les voit évoluer sur en gros une trentaine d'années, donc tant chez les hommes que chez les femmes. Le rapport de Santé publique France écrit explicitement, là c'est la mention en rouge, les dernières études épidémiologiques et les expérimentations animales seraient en faveur du rôle carcinogène des expositions aux champs électromagnétiques. Et là, on fait référence au rapport du CIRC, du Centre international de recherche contre le cancer, de 2011, qui avait permis la catégorisation 2B par l'OMS des radiofréquences. Donc ça, c'est petit rappel à monsieur Bernard Accoyer qui a essayé de faire croire qu'aucune académie scientifique n'avait établi le risque sanitaire autour des radiofréquences. Voilà. Alors, cette alerte a été lancée par une association également qui s'appelle Alert from Gate, présidée par Marc Arasi, qui pointe justement ce facteur 4 là, sur l'incidence des glioblastomes, ce qui est assez préoccupant, et évidemment, glioblastomes qui ont toujours le mauvais goût de se situer, de se localiser, toujours du côté où la personne utilise son téléphone portable au quotidien. Puisque il ne nous a pas échappé que nous sommes assez mal formés, puisque notre cerveau est situé pile entre les deux oreilles. Donc quand on met le téléphone à l'oreille, forcément on le met à proximité du cerveau.
il eût été plus facile d'avoir le cerveau au niveau des talons. Mais malheureusement, la nature nous a constitués ainsi, donc il faut en tirer les conclusions et éviter d'utiliser des téléphones portables avec des toxicités avérées de manière inconsidérée. J'aimerais introduire la notion d'électro-hypersensibilité parce que il faudrait surtout éviter de faire croire aux gens que le risque électromagnétique se résumerait à un risque cancer. C'est un risque spectaculaire, le risque cancer, mais ce n'est pas le seul risque auxquels sont exposés les gens. Parmi les risques, il y a l'électro-hypersensibilité qui est un syndrome d'intolérance marqué qui présente différents inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que le corps médical n'est pas formé à son diagnostic, alors qu'un diagnostic est disponible aujourd'hui, il est possible. Il n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Il a été documenté par l'équipe du professeur Belpomme. Il suffirait donc de le mettre en œuvre de manière généralisée et en tout cas de former correctement les médecins. L'ensemble du corps médical a déroulé ce diagnostic, voire même à l'améliorer, de manière à pouvoir identifier quelles seraient les personnes sujettes à l'électro-hypersensibilité. J'éviterai d'employer le raccourci, l'abus de langage d'électrosensibilité, parce que là j'ai une mauvaise nouvelle. Nous sommes tous électrosensibles. La preuve en est, c'est que quand vous faites un bilan médical, vous faites un électroencéphalogramme et vous mesurez l'activité électrique endogène du cerveau. Vous ne mesurez pas l'activité électrique d'EDF qui fournirait le courant à votre cerveau. C'est votre activité électrique propre. Donc, première démonstration que nous sommes tous électrosensibles. Pareil, quand vous voulez mesurer l'activité cardiaque, vous faites un électrocardiogramme. Et là, c'est pareil, vous faites une mesure de l'activité électrique endogène de votre myocarde. Donc, là, c'est pareil, c'est la démonstration que nous sommes bien tous électrosensibles. Et l'objectif là, c'est d'essayer de ne pas devenir électro-hypersensible, parce que cumulant le désagrément de l'ignorance du corps médical sur le sujet, donc, si le corps médical est ignorant, vous êtes condamné à subir un nomadisme médical parce que le premier, le deuxième, le 10e examen médical ne vous donnera aucune réponse satisfaisante sur comment procéder, qu'est-ce que vous avez dans vos maux divers et variés. Et donc, c'est ça qui vous fait rentrer de plus en plus profondément dans l'électro-hypersensibilité parce que tant que vous n'avez pas identifié la cause racine, vous n'êtes pas en capacité de vous en soustraire. Voilà. Et donc, comme nous sommes tous électrosensibles, nous sommes tous potentiellement des candidats à devenir électro-hypersensibles si nous ne veillons pas à nous protéger d'une pollution électromagnétique de plus en plus envahissante. Alors, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, électroencéphalogramme, électrocardiogramme, les électrocutions, évidemment, hein, qui démontrent que nous sommes tous bien électrosensibles. Et la définition scientifique apportée par un scientifique de renom, Olle Johansson, suédois, qui nous parle d'électrosensibilité comme un état de handicap fonctionnel lié à un environnement rendu artificiellement inaccessible. Il y a un débat, un pseudo-débat entre ceux qui essaient de caractériser l'électro-hypersensibilité comme une maladie, une pathologie, et ceux qui essaient de caractériser l'électro-hypersensibilité comme un handicap. Alors ici, je ne vous cache pas que la position de Robin des Toits, c'est la position de handicap, pour la bonne et simple raison qu'il ne s'agit pas d'une situation endogène. Le corps réagit face à une agression de l'environnement, face à une toxicité de l'environnement, face à un empoisonnement environnemental. Donc, il ne s'agit pas d'une maladie, il s'agit explicitement d'un handicap parce que l'environnement est devenu tellement toxique pour la personne sujette à l'intolérance électromagnétique qu'elle est obligée de s'y soustraire. Voilà. Et tant que nous aurons un environnement pollué de manière électromagnétique, les personnes auront des troubles avec un tableau clinique que je vais détailler un peu plus loin. Le syndrome d'intolérance au champ électromagnétique, nous avons 3 phases. 2 phases réversibles et une 3e phase non réversible sur laquelle on pourrait éventuellement discuter du caractère maladie ou pas maladie. Mais avant d'aborder cette phase-là, si nous avions un corps médical correctement formé
sur ces diagnostics, correctement informés sur la nature des risques et sur comment s'en protéger, nous n'aurions pas des développements en phase 3 et nous n'aurions à observer que les phases inaugurales avec des processus réversibles comme des céphalées, des acouphènes, des hyperacousies. Hyperacousie, c'est une intolérance à un bruit même anodin, du style une porte qui claque, voilà, des troubles de sensibilité superficielle ou profonde, déficit d'attention, perte de concentration immédiate. Vous avez là un tableau clinique que bon nombre de personnes observent, notamment chez nos ados. Et donc là, sont typiquement les symptômes du début d'une électro-hypersensibilité. Donc il s'agit de clairement les identifier et de faire prendre conscience à l'adolescent que là, il est dans l'engrenage d'un processus qui ne pourra pas s'améliorer s'il ne se soustrait pas à la pollution électromagnétique. Et Dieu sait que entre son téléphone mobile, puis les réseaux sans fil de l'établissement scolaire dans lequel il est, effectivement, là, il y a une problématique de fond. Mais là, ça suppose que l'État prenne conscience des enjeux et arrête de déployer sans discernement des technologies, toujours en confondant l'accès au numérique et la solution technique pour accéder au numérique. Donc, dans l'éducation nationale, c'est le sport en ce moment, on dote les établissements de connexions sans fil, alors que jusqu'à preuve du contraire, les établissements ne se déplacent pas, ils ne sont pas mobiles, et que dans certains cas, même les établissements sont déjà câblés en filaire, et que donc il n'y a aucune raison de doter ces établissements de bornes Wi-Fi pour polluer le développement du système nerveux central de nos enfants, de nos adolescents. Voilà. Donc la phase inaugurale d'une phase complètement réversible dès lors qu'on identifie sa cause racine. La phase d'état, elle, qui voit s'installer des insomnies, donc qui dit insomnie dit fatigue chronique, et ensuite qui dit fatigue chronique dit dépression. Mais là, c'est toujours pareil, si on, plutôt que de manger des somnifères et des cachets qui n'auront aucun effet sur les causes racines, si on soustrait le sujet victime de ce syndrome d'intolérance, si on le soustrait de cette pollution-là, voire même si on prend la décision au niveau politique d'arrêter de polluer de manière inconsidérée et totalement irrationnelle l'espace public avec des pollutions électromagnétiques, là, on verra de fait s'améliorer l'état sanitaire de la population. Je passe également sur l'effet pathogène sur le système immunitaire de ces ondes électromagnétiques. Le sujet est abondamment documenté, donc il est quand même assez paradoxal dans notre pays de voir des autorités, par exemple, en pleine phase épidémique Covid, déployer à tour de bras des pylônes relais pour polluer encore plus l'espace public dans un même temps et demander à la population de porter des masques, alors que le vrai sujet, c'est le système immunitaire de la population qui n'a pas besoin d'être altéré par des pollutions électromagnétiques croissantes. Voilà. Donc vous avez ces deux phases inaugurales et phase d'état pour le syndrome d'intolérance au champ électromagnétique. Et quand on n'a toujours pas identifié la cause racine et qu'on se surexpose de manière extravagante, eh bien là, on voit apparaître une phase d'évolution qui est non réversible et qui, là, peut être discutée, mais qui n'est que le résultat d'un environnement empoisonné. Donc, plutôt que de parler de maladie, j'aurais plutôt tendance à parler de sujets empoisonnés aux ondes électromagnétiques avec des séquelles, de fait, des séquelles durables. Alors, pour le tableau clinique proposé par l'équipe du professeur Belpomme, je montre la référence, hein. L'équipe du professeur Belpomme a publié, donc ça c'est en 2015, des biomarqueurs, hein, qui permettent de caractériser et d'identifier les personnes sujettes à l'électro-hypersensibilité. Et ces marqueurs, on les connaît. Alors, il y a à la fois des marqueurs sanguins et un marqueur urinaire. Les marqueurs sanguins comme la vitamine D, en chute, l'histamine, les anticorps IgE, protéines S100B, marqueurs de l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Je parlais tout à l'heure de système de protection contre les pollutions environnementales. Voilà un système de protection qui tombe avec l'exposition aux ondes électromagnétiques, c'est la barrière hémato-encéphalique. J'expliquerai ça dans une partie ultérieure de mon exposé. Voilà. Donc des protéines chaperones qui sont là pour comme marqueurs justement du stress cellulaire et éventuellement également des ruptures de brins d'ADN. Voilà, montrant que la physiologie cellulaire est durement attaquée par les expositions électromagnétiques, notamment les expositions électromagnétiques pulsées, hein. Vous avez compris que nous ne parlons que d'ondes électromagnétiques artificielles depuis le début. Voilà.
Et donc, ceux-ci sont des marqueurs sanguins. Donc, quand on les voit évoluer à la hausse ou à la baisse, selon les marqueurs, vous voyez que là, de fait, c'est pas bon signe. Et dans le tableau clinique, vous voyez que les personnes qui cumulent tout ou partie de ces marqueurs-là sont des candidats à retenir pour l'électrohypersensibilité, en tout cas des personnes auxquelles il faut absolument conseiller le sevrage par rapport à la pollution électromagnétique ambiante. Voilà. Également un marqueur urinaire qui est la mélatonine. Donc ça, c'est le symptôme du rythme circadien, hein, le rythme du sommeil qui est altéré, et en particulier le sommeil paradoxal qui est tellement impacté, le sommeil n'en devient plus assez réparateur. Et donc là, on rentre dans une spirale qui peut même conduire au développement de maladies neurodégénératives, puisque la mélatonine est une hormone qui permet accessoirement de se protéger contre la maladie d'Alzheimer. Alors, à l'époque où il était encore permis de faire de la médecine sur l'électrohypersensibilité, le professeur Belpomme avait un instrument qui s'appelait l'encéphaloscan, qui n'est autre qu'un écho-doppler qui mesure l'activité de la circulation sanguine à l'intérieur de l'encéphale. Alors là, ici, le cerveau, on le voit coupé de face, avec l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, avec la lettre D pour droit et G pour gauche. Donc c'est inversé par rapport à l'écran. Et ce que l'on voit, c'est la problématique électro-hypersensibilité, elle intervient surtout au niveau du système limbique, c'est-à-dire au niveau de la zone centrale du cerveau, ce qu'on appelle communément le cerveau reptilien, et qui est à la manœuvre pour piloter toutes les fonctions automatiques du cerveau, comme la respiration, comme le rythme du sommeil. Et donc, quand cette partie-là du cerveau est sous-irriguée, c'est-à-dire sous-oxygénée, du coup, elle se retrouve moins fournie en énergie. Et donc là, la visu centrale nous montre une activité cérébrale irriguée normalement, avec un sujet correctement oxygéné. Et en dessous, sur la coupe transversale là, du cerveau inférieur, nous avons le cas d'un sujet qui est sous-oxygéné, notamment au niveau du système limbique. Et du coup, ça déclenche tout un tas de dysfonctionnements qui alimentent le tableau clinique des électro-hypersensibles. La démarche scientifique de l'équipe du professeur Belpomme a été longuement et profondément critiquée par une caste scientifique. J'aimerais et j'attends encore avec impatience voir les contributions scientifiques pour améliorer la démarche scientifique de l'équipe du professeur Belpomme et nous proposer un diagnostic fiable et irréprochable au niveau scientifique sur l'électro-hypersensibilité. Pour l'instant, j'attends encore, et je ne suis pas le seul à attendre encore. Toute la population électro-hypersensible attend de pouvoir être correctement diagnostiquée sur le plan national, sans avoir à courir auprès de praticiens confidentiels par le bouche à oreille. Il serait bon et sain que le système de santé propose à l'ensemble de la population des médecins qui soient correctement formés sur ce diagnostic, de manière à pouvoir identifier au plus tôt ce syndrome, de manière à proposer des solutions autres que chimiques et autres que psychiatriques. Parce que le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui sont électro-hypersensibles, non contents de subir une exclusion sociale non souhaitée, sont en plus soumis à des examens psychiatriques qui ne régleront jamais leurs problèmes, puisque leurs sujets, leurs préoccupations et leurs maux ne sont pas psychiatriques, ils sont liés à un environnement empoisonné par les ondes électromagnétiques. Alors, une fabrique du doute, on pourrait se poser la question, et maintenant je vais rentrer dans les détails, et vous allez découvrir qu'en fait, oui, nous sommes en pleine situation de révisionnisme scientifique. Ce ne sera pas la première fois, et malheureusement pas la dernière fois, où on découvre qu'en fait l'état des connaissances il y a 50 ou 60 ans était beaucoup plus partagé et développé qu'il ne semble l'être aujourd'hui, avec des remises en question aujourd'hui qui étaient pourtant admises, communément admises, il y a 50 ans ou 60 ans. Alors commençons par une étude. Ici, un rapport russe publié en 1970 par l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg et traduit par la NASA en 1972. Dans ce rapport de 228 pages, doté de 520 références scientifiques, on nous parle des effets biologiques attribués aux micro-ondes et aux rayonnements de radiofréquences de basse intensité. Donc dans ce rapport, la question n'est pas de savoir d'où viennent les mots, la question est clairement d'inventorier les tableaux cliniques induits par les expositions aux radiofréquences, y compris de basse intensité. Voilà. Donc on en est là, hein, en 1970. On sait clairement que les effets biologiques sont attribués aux radiofréquences, il n'y a pas de doute là-dessus, et on fait l'inventaire
des effets cliniques observés. Alors notamment, parmi les effets cliniques observés, on a la dynamisation de l'activité bactérienne. Voilà. Inutile de préciser que beaucoup plus tard, dans les années 2000 et 2010, de nombreuses études ont permis de confirmer ces premiers constats. Et on peut s'interroger d'ailleurs de la multiplication, du déploiement de ces technologies exposant la population aux radiofréquences, dans un contexte où, dans le même temps, on observe de plus en plus d'antibiorésistance chez cette même population. Voilà. Donc, à noter que la dynamisation de l'activité bactérienne est connue depuis les années 70. L'impact sur la qualité du transit intestinal aussi, réduction des sécrétions gastriques, ralentissement du transit intestinal, ça a pour effet de faire produire à notre système digestif de plus en plus de déchets, puisqu'on favorise la fermentation du chyme dans l'intestin et donc l'assimilation de toxines, alors qu'on devrait plutôt favoriser un transit intestinal le plus rapide possible, de manière à permettre l'assimilation des nutriments, mais éviter la phase de dégradation, la phase de fermentation qui, là, ferait ingérer à l'organisme des toxines. Voilà. Donc, nous conduirait à un empoisonnement long terme de l'intérieur. Également, dans ce rapport de 1970, les perturbations profondes du système nerveux central, nous y voilà. Donc rien de nouveau sous le soleil. Ce que l'on observe dans la base CEPIDC de l'INSERM sur 40 ans d'analyse, eh bien, c'est connu depuis les années 70 où on sait que exposition aux radiofréquences, même de basse intensité, va induire des perturbations profondes sur le système nerveux central. Et à l'époque, le traitement recommandé, c'était le sevrage. J'ai une mauvaise nouvelle. Pour aujourd'hui, ça n'a pas été amélioré, c'est également le sevrage. Donc l'évitement de la pollution. Et comme je le disais précédemment, il s'agit de faire mieux que d'éviter la pollution électromagnétique, il s'agirait davantage d'éviter de polluer, d'éviter de déployer des technologies sans se préoccuper de la limitation en termes de pollution électromagnétique. Donc, on quitte le monde russe, on vient sur la Navy, toujours aux États-Unis, donc en 1972. Là, on a une bibliographie sur les effets biologiques, c'est comme ça que c'est intitulé. C'est on le voit sur la page de couverture du rapport, les effets biologiques signalés sur les manifestations cliniques attribuées au micro-ondes et au rayonnement de radiofréquence, avec plus de 2311 références d'études démontrant des effets. Donc voilà, 1972, on ne se pose plus la question en 1972 de à quoi pourraient être attribués les tableaux cliniques inventoriés. Non, non, c'est clairement attribué au micro-ondes et au rayonnement de radiofréquence. Voilà. Il n'y a que dès lors qu'on a des enjeux commerciaux de la radiotéléphonie qu'on fait semblant de ne plus savoir ce qui était admis 50 ans plus tôt. Donc là, 1973, une étude soviétique, 143 pages, 128 références sur des rongeurs qui développent sur plusieurs mois une vaste neurodégénérescence à la suite d'une exposition à des micro-ondes de faible intensité. Donc là, pareil, dans ce rapport, vous avez la dosimétrie, qui montre clairement qu'on a un vrai sujet. On observe dans ce rapport, c'est documenté, des impacts sur de nombreuses régions du cerveau, y compris sur le cortex cérébral et l'hippocampe, similaires, donc ces impacts similaires à ceux observés pour la maladie d'Alzheimer. Voilà. Et dans ce rapport, il est clairement dit que la neurodégénérescence provoquée par les champs électromagnétiques ressemble à la neurodégénérescence humaine, à ce qu'elle présente des niveaux élevés de cellules cérébrales mortes et des modifications de la structure des synapses du cerveau, ainsi qu'une perte massive de connexions synaptiques. Donc ça a même été confirmé dans une étude de Martin Pall, que je présenterai si j'en ai le temps, beaucoup plus récente, qui date de 2022. Voilà, où on voit sur une méta-analyse sur 18 études le lien explicite entre maladie neurodégénérative et le déclencheur radiofréquence. Voilà. Je rentrerai un peu plus dans le détail. L'axe de la recherche là porte sur les niveaux de concentration excessifs en ion calcium dans les cellules. Voilà. La neurotoxicité identifiée est liée à la surconcentration en ion calcium. On le verra plus tard, c'est confirmé plus tard. Mais tout ceci pour dire que nul besoin d'attendre les années 2020 pour découvrir le niveau de toxicité
des radiofréquences sur la physiologie des mammifères. Donc là, pareil, l'OMS, à une époque où l'OMS était financée à 80% par les États et 20% par le privé, aujourd'hui c'est plutôt l'inverse. Donc à une époque où il n'y avait pas d'enjeux de radiotéléphonie, d'enjeux commerciaux, et donc l'OMS alertait en 1981 sur le risque d'entrer sous peu dans une ère de pollution énergétique comparable à celle de la pollution chimique. Quand il parle de pollution énergétique, il parle évidemment de la pollution électromagnétique. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas de doute sur l'effet toxique de la pollution électromagnétique sur la santé publique. Pareil, en 1981, une méta-analyse de la NASA sur 1000 sources scientifiques fait un inventaire. Alors là, j'ai l'inventaire tapé à la machine sur les maux de tête, les atteintes au système nerveux central, la dépression, etc. Donc la fatigue chronique, et puis épuisement du système nerveux, douleurs musculaires, même cancer. Donc clairement attribué aux ondes électromagnétiques. Voilà, ça c'était en 1981, à une époque où il n'y avait pas d'enjeu commercial autour de la radiotéléphonie. Les scientifiques livraient, brut de décoffrage, leurs constatations factuelles. Également, donc là, on est au milieu des années 90, l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, publiait un guide à l'usage du médecin du travail et du préventeur, donc sur les effets sanitaires documentés des champs électriques, champs magnétiques, ondes électromagnétiques. Voilà. Donc, on aimerait que le corps médical soit aussi bien informé que dans les années antérieures aux années 90, les années antérieures aux déploiements commerciaux de la téléphonie mobile. On aimerait. Voilà. Donc, j'aimerais donc attirer votre attention sur un aspect, c'est une fois qu'on a bien compris que la connaissance de la toxicité sur les ondes électromagnétiques était acquise il y a plus de 50 ans, qu'aujourd'hui nous sommes plutôt dans une phase d'enfumage, une phase de fabrique du doute comparable à celle qu'on observait avec le scandale du tabac. Maintenant, on va s'intéresser au caractère multifactoriel d'une pollution de notre environnement, pollution endémique, puisque aujourd'hui il est compliqué de se trouver dans une situation, dans un lieu qui serait sans polluants, à la fois chimiques, à la fois métalliques et à la fois électromagnétiques. Donc dans ce contexte-là, il se trouve que notre réglementation est seulement basée sur des seuils d'intensité, ce qui fait que cette réglementation se trouve euh, très partielle, très parcellaire, très incomplète et en définitive n'a pas la capacité intrinsèque de pouvoir être de pouvoir protéger la population. Une réglementation aussi biaisée, aussi parcellaire ne peut pas être considérée comme protectrice. Ça, faut se le sortir de la tête, parce que en termes de toxicité de polluants, le seul seuil d'intensité ne permet en rien de traduire la réelle toxicité environnementale. Voilà. Donc, je vais introduire quelques notions d'épigénétique et notamment de lecture du génome, c'est-à-dire l'épigénétique, c'est la génétique influencée par l'environnement. Voilà. Alors, je vais être très, très synthétique sur cet aspect-là, qui est vraiment très complexe, mais au moins pour attirer votre attention sur le fait que notre patrimoine génétique ne fige pas notre état de santé de manière définitive. Il y a un facteur environnemental qui permet de moduler la lecture de ce génome. Voilà. Et c'est là-dessus que j'aimerais insister aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le génome humain est constitué de 22 500 gènes et que 83% 93% pardon, de ce génome est non codant. C'est-à-dire, quand on dit il ne code pas, c'est-à-dire qu'il ne permet pas la production de protéines. Voilà. Seulement 7% de ce génome semble actif. Donc ça laisse une marge de manœuvre colossale en termes de pollution environnementale qui pourrait ou pas, selon les situations d'exposition à un polluant ou à un autre, venir permettre la lecture du génome qui est non codant dans une situation normale et qui se trouve propulsé à une situation de lecture en capacité de produire des protéines que normalement il ne devrait pas produire. Voilà.
Alors, pour prendre des exemples d'épigénétique, d'influence de l'environnement sur le génome, je vais prendre celui des plantes et en particulier des arbres feuillus. Quand vous observez sur la végétation dans une forêt, par exemple, l'arbre change d'aspect entre l'hiver et le printemps, l'été et puis l'automne. Voilà. Et pour autant, son génome n'a pas changé entre le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. C'est le même génome, c'est simplement les conditions extérieures qui se mettent à changer. Donc, la lecture de son génome se met à évoluer en fonction de la saison, en fonction de la durée de l'ensoleillement journalier, en fonction de la température, en fonction de l'hygrométrie, etc. Tout un tas de paramètres qui font que au printemps, il va se mettre à bourgeonner. En été, il va se mettre à prospérer avec toutes ses feuilles déployées. À l'automne, vu que la durée de l'ensoleillement baisse et que les premières gelées commencent à apparaître, il se trouve en situation de se protéger. Et donc, la sève arrête d'alimenter l'ensemble de l'arbre et elle se retire. Et donc, elle n'alimente plus les feuilles. Et donc, derrière, l'arbre n'alimente plus en chlorophylle notamment ses feuilles et donc la chlorophylle se retire. Dans un premier temps, vous n'avez plus que le carotène, ce qui donne le côté orangé à la frondaison forestière. Et puis, en définitive, plus rien n'est alimenté, les feuilles finissent par tomber. Voilà. Donc là, dans ce processus-là, vous avez l'effet environnemental sur la lecture du génome de l'arbre feuillu. Vous avez le même parallèle avec les abeilles. Entre l'ouvrière et la reine, le patrimoine génétique est rigoureusement le même. Ce qui change, c'est la nourriture de la petite larve qui aura à disposition plus ou moins longtemps de la gelée royale. Si elle a pendant 3 semaines de la gelée royale, la petite larve va se transformer en reine. Si elle n'a de la gelée royale que pendant 2 ou 3 jours, là, à ce moment-là, la petite larve se transformera en ouvrière. On voit bien là l'effet environnemental par le vecteur de la nourriture sur le devenir de l'insecte. Et là, on voit dans cette étude un exemple sur des cellules de glandes salivaires exposées à des basses fréquences, donc on a eu un changement mesurable dans la synthèse des protéines hors effet thermique. Donc clairement, il ne s'agit pas d'un effet thermique, il s'agit d'un effet vraiment uniquement au niveau des fréquences. Et donc, on assiste par ces cellules à la production de protéines spécifiques selon la fréquence émise. C'est-à-dire que là, on voit la cellule de glande salivaire se mettre à produire des protéines qu'elle ne produirait pas dans une ambiance non polluée par les basses fréquences. Donc là, c'est un effet épigénétique marquant, documenté depuis 1988. Voilà. Alors ensuite, on va s'intéresser à la structuration de notre génome. Comment est-il structuré dans nos cellules? La représentation habituelle est que notre génome, il est acquis qu'il se trouve dans le noyau des cellules. Et là, on a une représentation dans une phase très particulière de la cellule, c'est-à-dire quand le génome est assemblé sous forme de chromosomes. Voilà. Donc, ce qui est la phase qui va précéder la division cellulaire. Et donc, mais c'est une phase qui est très, très intéressante parce que c'est celle qui va concerner nos enfants, à la fois l'embryon, le fœtus et l'enfant, jusqu'à l'adolescence, où là, on a un sujet qui est un bouillonnement de multiplication cellulaire, donc avec des phases comparables à celle-ci, où vous avez l'ADN qui se retrouve empilé dans les chromosomes, et donc avec la situation, tantôt il se déroule pour permettre la production de protéines, et tantôt il s'enroule autour d'enrouleurs qu'on appelle des protéines spécifiques là, qui se nomment des histones, qui permettent d'enrouler de manière assez compactée. Alors on voit bien les histones là qui enroulent de manière assez compactée l'ADN de manière cohérente jusqu'à l'empiler dans le chromosome. Ça, c'est dans une phase très particulière de l'état cellulaire qui précède la division cellulaire et la multiplication cellulaire. Dans cette phase-là, on voit bien que l'ADN est enroulé 2 fois autour des protéines histones. Ce qui m'amène à faire le parallèle. Attention, on a constitution de petites bobines. Je vous rappelle que l'ADN est une structure qui conduit l'électricité puisque les électrons peuvent se déplacer le long du brin d'ADN. On le voit ici le long de la double hélice. Vous avez les électrons qui se déplacent
de part et d'autre des nucléotides à une vitesse de 3 mètres par seconde. Donc, s'ils peuvent se déplacer, ça veut donc dire que notre chaîne ADN peut faire antenne. Ça, c'est documenté, hein. On parle même d'ADN antenne fractale. Et donc là, on a cette structuration enroulée autour des histones sous forme de bobine. Et là, moi, je fais le parallèle avec l'utilisation là, de puces RFID. Donc, au milieu, la puce, et puis autour de la puce, vous avez l'antenne enroulée. Donc, on voit bien que même si l'échelle, évidemment, l'échelle de grandeur n'est pas du tout la même, hein, sur l'enroulement au niveau ADN, là, on parle de micromètres comme échelle caractéristique. Néanmoins, il est à noter qu'on a cet enroulement qui permet, du coup, de fait, à la structure d'ADN d'être particulièrement sensible à l'ambiance électromagnétique, d'être particulièrement réceptrice de l'ambiance électromagnétique. Donc là, il y aurait des études à mener sur qui émet quoi et qui reçoit quoi, quelle est la forme de susceptibilité de l'ADN structurée dans les chromosomes. Est-ce qu'il n'y aurait pas un facteur rendant l'ADN encore plus sensible parce qu'il est enroulé en bobine dans le chromosome? Voilà, ça fait partie des études qu'il resterait à mener sur ce sujet-là. En tout cas, c'est préoccupant parce que ce mode d'enroulement rend de fait l'ADN encore plus susceptible d'être sensible à la pollution électromagnétique ambiante, que ce soit basse fréquence ou haute fréquence. Alors on voit bien que dès lors que l'ADN est enroulé, ici sur cette visualisation, le gène n'est pas codant, le gène est inactif. En revanche, quand se trouve déroulé entre deux histones, là, le gène est codant, il peut être actif et lu. Et lu comment? Avec des enzymes qui écartent, qui coupent les liaisons hydrogènes des deux brins d'ADN pour venir copier avec une forme de photocopieuse qu'on appelle l'ARN de transcription, qui vient copier la séquence sur l'original, l'ARN étant une copie, et qui permettra ensuite de produire la protéine, comme on l'a vu dans l'étude précédente, protéine qui peut être influencée par l'environnement. Il y a des protéines qui sont produites dans des situations de pollution environnementale qui ne sont pas produites hors situation de pollution environnementale. C'est ce que j'essaie d'expliquer à travers ce petit résumé d'épigénétique. Là, la publication de Martin Blanc et de Reba Goodman qui s'intitule L'ADN est une antenne fractale dans les champs électromagnétiques. On voit bien que ça c'est documenté, on voit bien il est documenté, il est expliqué dans cette publication qu'on a affaire à une conduction par le brin d'ADN, une conduction des électrons. La vitesse est évaluée à 3 mètres par seconde, donc autant dire un brin d'ADN, s'il est entièrement déroulé, il fait 2 mètres de long. Donc en 1 seconde et demie, le brin complet peut être parcouru. Voilà. Donc il y a une tendance capacitaire, c'est-à-dire avec des différences de potentiel entre les brins. Donc il y a un phénomène électromagnétique au niveau microcellulaire, hein, qui peut être clairement envisagé avec des perturbations. Donc il faut bien comprendre que nous sommes tous des organismes mus par des activités électriques, donc avec des différences de potentiel, avec des effets capacitaires, comme on le dit là. Et donc, clairement, dans une ambiance électromagnétique extérieure, forcément, ces activités naturelles seront perturbées, pourront être, voire même empêchées. Voilà. Et donc, il faut s'attendre à des effets notables, des effets cliniques observables sur la physiologie des mammifères et des humains en particulier dans une ambiance électromagnétique. Vous voyez ici que le long de la chaîne ADN, la séquence CT-CT, donc les nucléotides CT, répétés 2 fois, permet de déclencher la production de protéines chaperones. Vous vous souvenez que dans le tableau de diagnostic de l'équipe du professeur Belpomme, vous aviez dans les marqueurs sanguins, pour caractériser l'électrohypersensibilité, vous avez l'augmentation de la concentration en protéines chaperones. Et bien ça, c'est lié à la lecture de cette séquence CT-CT sur le brin d'ADN, marqueur de stress cellulaire et parfois de rupture de brin d'ADN. Donc voilà, je vous représente le tableau pour vous remettre en mémoire les périodes de vulnérabilité où vous voyez que là, au moment de cette lecture à profusion du génome, hein, dans les situations de multiplication cellulaire et de production de protéines,
tant dans la phase embryonnaire fétale que la petite enfance, c'est pas le meilleur moment de venir perturber ces phases-là qui sont cruciales par des pollutions comme les pollutions électromagnétiques. D'autant que nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose de vital. La pollution électromagnétique peut très largement être évitée. Voilà. Alors, évidemment, je ne peux m'empêcher de parler de Paracels, Théophraste Bombast von Hohenheim, qui vivait au XVIe siècle. Ce personnage nous a fait hériter de ses recherches et notamment du principe de seule la dose fait le poison. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que dans une société qui se prétend être moderne, nous en sommes encore à promouvoir un principe archaïque qui a été édité au XVIe siècle et qui est aujourd'hui notoirement obsolète du fait de l'environnement multipollué. Alors avec des notions du style dose journalière admissible, de seuil de toxicité, etc., comme si les choses pouvaient se résumer à des frontières. Avant, c'est pas toxique et après, ça le devient. Alors tout ceci, évidemment, est faux et obsolète. Et pourquoi c'est faux et obsolète? Parce que tout simplement, les toxiques modernes sont toujours étudiés de manière isolée, toujours étudié en exposition aiguë, c'est-à-dire en gros, les seuils de toxicité sont déterminés sur le fait que normalement vous mourrez le lendemain matin à 8 heures. Là, ça c'est important, mais si vous mourrez au bout de 10 ans, au bout de 20 ans d'exposition, ça tout le monde s'en moque. Voilà. Donc ça c'est un vrai sujet. Ensuite, évidemment, tous ces seuils de toxicité sont étudiés hors facteur de vulnérabilité. Exemple, ils sont étudiés sur un adulte en pleine possession de ses moyens, en bon état de santé. Et évidemment, on évite de les étudier sur le développement embryonnaire, sur le développement fœtal et encore moins sur la petite enfance. Et le problème, c'est que vous avez compris, c'est que selon les âges, le niveau de vulnérabilité ne va pas être le même. Donc, on devrait avoir soit des seuils de toxicité câblés sur la partie la plus vulnérable, c'est-à-dire par exemple le développement embryonnaire, soit avoir une grille de lecture selon les âges. Voilà. Mais en tout cas, ne pas faire croire aux gens que parce que c'est pas toxique pour un adulte en pleine forme de 25 ans, ça ne l'est pas non plus pour un fœtus ou pour un enfant en bas âge. Voilà. Et ensuite, les seuils de toxicité aujourd'hui ne prennent pas en compte les propriétés spécifiques des polluants. Exemple concret, le caractère pulsé des ondes électromagnétiques n'est pas pris en compte. On ne prend en compte que l'intensité de l'onde électromagnétique et pas du tout le caractère pulsé. Or, le problème, c'est que on le voit sur une étude portée sur les abeilles, c'est que pour des champs électromagnétiques beaucoup plus bas que le champ électromagnétique même naturel de la Terre, on perturbe une ruche. Donc on voit bien que dès lors que l'onde électromagnétique est pulsée, à la différence de l'onde électromagnétique naturelle du champ magnétique naturel de la Terre, dès lors que cette onde artificielle est pulsée, elle vient déranger le processus naturel pour des niveaux d'intensité qui sont pourtant beaucoup plus bas que l'intensité du champ magnétique terrestre. Donc voilà, on voit bien que la distinction à propriété spécifique du polluant est un caractère déterminant à prendre en compte dans la réglementation. Et donc, vous voyez que pour avoir une réglementation qui puisse prétendre à une protection de la santé publique, il faudrait prendre en compte à la fois les effets cocktails, la chronicité de l'exposition, la vulnérabilité des sujets et la nature spécifique de chaque polluant, ce qui n'est pas fait actuellement. Donc, on a un leurre, on a un mythe de protection réglementaire. Voilà. J'aimerais attirer votre attention sur la pression électromagnétique extravagante, parce que j'entends très souvent des gens qui sont totalement ignorants, qui ne font que répéter comme des perroquets les éléments de langage qui sont abondamment diffusés dans les médias subventionnés, souvent possédés par des actionnaires de la radiotéléphonie, qui répètent que de toute façon, on a tout le temps été baigné dans les ondes électromagnétiques. Alors cette partie-là du discours est vraie. Et oui, les ondes électromagnétiques naturelles existent, on le voit sur ce graphe. Alors sur ce graphe, vous avez sur l'axe horizontal, sur l'axe des abscisses, vous avez le spectre des fréquences. À gauche, les basses fréquences et à droite, les très hautes fréquences. Et à peu près au milieu, là où vous avez le signe de 1 GHz, vous avez la radiotéléphonie. Voilà. Donc on voit bien que en vert, vous avez représenté les ondes électromagnétiques naturelles.
Donc, on voit bien que nous avons de tout temps été exposés, le vivant a été exposé à des ondes électromagnétiques naturelles, il n'y a pas de doute là-dessus. On voit toutefois que sur la gamme des radiofréquences, l'intensité, la pression, puisque en ordonnée, hein, sur l'axe vertical, vous avez représenté le vent électromagnétique, hein, qui souffle dans les voiles en quelque sorte, hein. C'est la densité de puissance en watts par mètre carré, la densité de puissance électromagnétique. Voilà. Donc on voit bien que au niveau naturel, on a une dominante de basse fréquence et de très très haute fréquence, mais on a un petit ventre mou au niveau des radiofréquences. Voilà. Donc ça, c'est au niveau naturel. Et, et donc, on voit apparaître à partir des années 50, donc ça, c'est la couche un petit peu en jaunâtre, on voit apparaître avec l'aviation, les radars qui se déploient et donc la pollution qui se met progressivement à augmenter, la pollution électromagnétique, mais très souvent focalisée autour des aérodromes. Et puis à partir des années 80, on complète un petit peu avec la télévision, etc. Tout ce qui est sans fil, on voit apparaître en saumon, donc la pression des années 80. Et puis à cela arrive la technologie de la radiotéléphonie, donc c'est les années, fin des années 90, début des années 2000, on voit apparaître donc cette bulle au niveau des radiofréquences qui fait que ben là on voit que la pression a augmenté et quand on se met à comparer la pression des années 2010 avec la pression électromagnétique des années 50, on trouve un facteur 10 puissance 16, c'est-à-dire en gros un 1 avec 16 zéros derrière. Essayez de vous imaginer sur votre compte en banque, même en centimes d'euros, un 1 avec 16 zéros derrière. Voilà. Donc vous seriez le roi du pétrole. Donc c'est une explosion, on est dans l'extravagance en termes de pression électromagnétique, ce qui ne peut plus rendre acceptable l'affirmation qu'on a toujours été baigné dans l'électromagnétique. Cette première partie est vraie, mais derrière, le niveau de pression de la pollution n'est plus du tout le même aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 70 ans. Donc, on n'est plus du tout dans la même problématique sanitaire.